Nous sommes ici au centre de conférence internationale de Sipopo où va se terminer le dialogue national équato-guinéen, la sixième en tout cas séance de son organisation. On attend donc la lecture des résolutions finales et bien entendu la prise de parole du chef de l'État, le président Obiang Nemamba Sogo. Il faut dire une première chose, on a un peu, lorsqu'on est à Sipopo depuis plusieurs jours, l'impression de vivre un de ces mauvais films de la télévision américaine, vous savez, où on fait coexister des mondes parallèles et tout est identique, même les personnages, mais pas la vie qu'ils vivent. Nous avons lu il y a quelques jours dans Jeune Afrique que le dialogue national était un échec. On nous a raconté que ça ne marchait pas, mais ici, on voit exactement l'inverse. On voit 17 partis d'opposition patriotique, des partis qui vivent en Guinée équatoriale, qui ne vivent pas dans les grands palaces de Madrid, de Paris, de Berlin ou de Londres. On voit ici ces partis d'opposition qui sont venus parler, parfois de façon fort virulente d'ailleurs, avec le chef de l'État. On a vu 7 autres partis qui attendent leur légalisation. Le dialogue a fonctionné, surtout les gens se sont rencontrés et la parole s'est libérée. Il n'y a pas de dialogue si c'est pour jouer la grande comédie « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Il y a un dialogue si on met sur la table précisément les problèmes, les griefs, les choses qui empêchent justement la pacification. C'est ce qu'on a fait à Malabo. Je suis ici avec l'un des observateurs internationaux venus assister à ce dialogue. Ça aussi, c'est une grande nouveauté qui nous vient d'Algérie, qui va se présenter lui-même. Merci beaucoup. Je me présente. Je m'appelle Bekki Ben Amer, le secrétaire général international de l'ONG ANA. On est présent là pour le dialogue du Malabo. Bon, tout d'abord, on va solliciter son Excellence, le président de la République, pour ce dialogue. Sincèrement, le dialogue, c'est un acte historique. Il était entre l'opposition et le gouvernement. On a vu une sincérité et une liberté d'expression entre les deux partenaires en pays. Vous avez dit que l'Occidental voit que ce dialogue-là, c'est un échec pour le pays. Nous, on est ici, on dit que le dialogue il était bien passé entre l'opposition et le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont parlé pour l'éducation, pour l'expression de la liberté, pour le développement, pour tout ça. Je pense que le Malabo, aujourd'hui, elle a donné une grande leçon aux ennemis de la démocratie, aux ennemis de l'Afrique, aux ennemis de l'humanité. Je vous remercie. En tout cas, il y a une chose qui est réelle, c'est que ce n'est pas un grand événement uniquement pour la Guinée équatoriale, puisqu'il a un retentissement dans beaucoup de pays africains. L'Éthiopie s'apprête à organiser un dialogue national sur les mêmes bases que celui-ci, et à la fin de cette semaine à Lomé s'ouvre une nouvelle séance du dialogue national togolais. Au Togo, où les gens n'ont pas su encore se parler véritablement, on va s'inspirer des méthodes qui ont été définies ici. Pour le dialogue, il faut souligner quelque chose parce qu'on pourrait encore nous dire, c'est l'éternel discours, Afrique Média soutient le régime, etc. C'est pas nous qui disons que ce dialogue est un succès, c'est pas nous qui le saluons, c'est l'opposition togolaise dans une partie de ces partis. C'est très important. Il y a ici une autre façon de faire de la politique, un modèle équato-guinéen, plus seulement en économie ou en panafricanisme, mais également en politique. Maintenant, une question pratique, bien entendu. Pourquoi pensez-vous qu'aussi effrontément Jeune Afrique manque? Bon, tout d'abord, on pense, autant que l'ONG ANA, que ce dialogue-là, c'est un modèle pour l'exploiter en Afrique. C'est un grand modèle pour l'exploiter en Afrique parce qu'on n'a pas vu cette ambiance politique, ce courage politique du président de la République pour mettre ce dialogue en route. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre, mais il y a un dialogue
entre l'opposition et le gouvernement. Et aussi, n'oubliez pas que le gouvernement de la Guinée équatoriale, il y a des personnalités de l'opposition qui est en gouvernement. On cite maintenant le troisième vice-ministre, elle est opposition, de l'opposition. Eh bien, la question de la démocratie, elle était bien posée dans ce dialogue, et notamment à l'Éthiopie, à l'Érythrée. Ce jeune président, il donne des choses pareilles, et on souhaite que toute l'Afrique va être solidaire pour défendre l'Afrique, pour défendre l'acte politique de l'Afrique. Et c'est ça qu'on a besoin dans l'Afrique. Vous avez mis l'accent sur quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas le premier dialogue national. Mais dans les dialogues nationaux qui ont été précédemment, il y a eu des résultats. Parce que les quelques particules fantoches, je parle de Sévéromoto, de la Corrète, etc., d'Ange en Afrique qu'on prétend comme être la seule opposition, nous expliquent que ici, le président n'est pas sincère. Il faut quand même savoir que depuis 2015, il y a des représentants de l'opposition dans le gouvernement équato-guinéen et que lors du précédent dialogue qui a eu lieu avant l'élection présidentielle, il y a une des fractions de la Corrète, celle de Mme Émilie Chama, qui s'est ralliée au PDGE. Il y a donc des gestes concrets, des actes concrets, et ça correspond un peu à une Afrique qui en a assez de l'échec de pourparlers qui sont menés sous l'égide occidentale. L'Éthiopie est un bon exemple, puisqu'il y a eu un changement de régime à Addis Abeba. Le nouveau président Abiy Ahmed est en train, comme le disait le grand think tank américain Stratford, de faire exploser les lignes géopolitiques en Afrique de l'Est. Il n'y a pas seulement le dialogue Éthiopie-Érythrée, il y a le dialogue à l'intérieur de l'Éthiopie, puisqu'on sort d'une grande période de manifestation. Il y a eu également un grand problème qui s'est déposé dans un pays voisin, c'est le dialogue entre le Soudan et le Sud-Soudan. Et là aussi, c'est la diplomatie éthiopienne qui a pris l'initiative de faire changer les choses. Maintenant, ce que va devenir le dialogue ici, je pense qu'on va en avoir dans quelques minutes déjà une idée, puisque nous allons avoir des résolutions qui ne sont pas l'expression des organisateurs, mais l'expression des participants. On nous parle de résolutions finales inclusives et consensuelles. Il y a une dernière chose qu'il faut dire ici, c'est le président Mbangue Mambasogo, il a eu 3 courages. Le premier courage, c'est de ne pas prendre sa victoire totale, parce que c'est bien ça qui s'est passé. Il a été triomphalement réélu. Le PDGE pourrait gouverner seul. Il a fait l'inverse. Il a laissé, il faut bien le dire, des sièges à l'opposition aux dernières élections. Il a associé des partis d'opposition à son gouvernement. Ça, c'est un courage politique. Parce que malheureusement, dans le triomphe, dans le grand triomphe, on a parfois tendance à en abuser. Le deuxième courage, c'est d'avoir organisé ce dialogue et de ne pas avoir eu peur de le faire démarrer par une amnistie. Parce que c'est ça que les gens du Togo ont salué. Il y a une amnistie. Même les gens de la Corrète qui ont participé à des coups d'État, même un Sévéromoto qui a participé à l'organisation de 5 coups d'État depuis 1999, a été amnistié et aurait pu se présenter ici librement pour participer aux discussions. Le troisième courage du président, c'est d'avoir refusé la dictature occidentale, de ne pas avoir tenu compte de ces médias. Je ne sais pas si vous partagez mon analyse, vous avez suivi étroitement ceci, mais c'est pas uniquement l'œuvre du parti au pouvoir, le PDGE, c'est l'œuvre quand même d'un président qui a su tendre la main. Oui, c'est vrai. Le président, le secrétaire général du parti gouverneur, il a un grand courage. Aussi, l'acte de ce dialogue-là, c'est un grand courage du monsieur président pour entamer ce dialogue-là. Nous, autant qu'observateurs de l'ONG ANA,
on a constaté qu'il y a une bonne volonté, une très bonne volonté pour mettre toutes les problématiques socio-économiques, politiques, en face le dialogue. Et ça, c'est très important. L'Afrique elle a besoin d'un dialogue sincère, libre et courageux. Et ça qu'on a constaté à ce dialogue-là. Un mot pour terminer. Ce qui est important ici, c'est qu'on est en train d'inventer une autre façon de faire fonctionner la démocratie en Afrique. La Guinée équatoriale, elle essaye un peu de faire ce que fait Poutine en Russie, par exemple, oui, de chercher une démocratie souveraine africaine. Nous en avons un exemple, c'est une démocratie en marche. Nous vous donnons maintenant rendez-vous après la lecture des résolutions, après la conférence de presse du président, pour vous donner notre analyse du résultat final. À très bientôt, ici Afrique Média à Sipopo.